monsieur, bonsoir. Environnement des affaires et brevet sur les vaccins au menu de questions écho ce soir. Alors que le compte à rebours a commencé pour la publication du rapport Doing Business de la Banque mondiale, la politique nationale 2021-2025 vient d'être adoptée par le CNEA, le Comité national de l'environnement des affaires. Nous en parlons en compagnie de Tahami El-Maaroufi, conseiller auprès du chef du gouvernement en charge de la coordination des travaux du comité. En seconde partie, nous nous arrêterons sur ce débat autour de la suspension de brevets sur les vaccins anti-Covid qui permettrait d'accélérer la cadence de production et donc sauver des milliers de vies humaines, mais aussi des économies. Une question parmi toutes celles qui ont divisé et divisent toujours depuis l'avènement de cette pandémie. Question que nous traiterons avec l'expert des marchés pharmaceutiques, Abdelmajid Belaïch, qui sera donc avec nous en seconde partie. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Et j'ai le plaisir à présent d'accueillir depuis Rabat Tahami El-Maaroufi, conseiller auprès du chef du gouvernement et coordonnateur au Comité national de l'environnement des affaires, le CNEA. Bonsoir Tahami El-Maaroufi, merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Ihsan, ravi d'être parmi vous. Donc peut-être un petit rappel historique ou de l'histoire du CNEA. Donc la date de création c'était en 2010. Le comité est présidé par le chef du gouvernement et il se veut force de proposition donc au gouvernement pour améliorer l'environnement des affaires, d'ailleurs comme son titre le dit, et de coordonner la mise en œuvre de ces propositions. Alors si on parlait et on allait directement dans le vif du sujet, sur quoi repose cette politique adoptée par le CNEA cette semaine, cette politique pour l'environnement des affaires 2021-2025? Écoutez, Madame Ihsan, il s'agit de la politique nationale d'amélioration de l'environnement des affaires, comme vous l'avez rappelé, elle vient d'être adoptée lors de la dernière réunion annuelle du 5 mai dernier, mercredi dernier, présidée par Monsieur le chef du gouvernement. On peut dire qu'aujourd'hui, le Maroc dispose d'une feuille de route claire pour l'amélioration du climat des affaires, notamment pour la période 2021-2025. Permettez-moi juste, avant de répondre à votre question, de rappeler que cette politique nationale vient répondre aux instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, Sa Majesté qui avait rappelé la nécessité de doter notre pays d'une vision stratégique pour améliorer le climat des affaires. Et c'est suite à ces hautes instructions que le comité avait décidé lors de la dernière réunion, la réunion de l'année dernière, du 23 juin 2020, le lancement de ce chantier d'élaboration et de développement de cette politique nationale et cette stratégie pour l'environnement des affaires. Alors le travail, il a commencé, je dirais, il y a quelques mois, mais il s'est basé sur un certain nombre, je dirais, de principes et d'objectifs clairs, notamment, je dois le signaler, la co-construction, et la co-construction notamment avec le secteur privé marocain, avec l'entreprise et l'entrepreneur marocain. Puis nous avons travaillé sur les priorités, c'est-à-dire comme peut-être vous l'avez pu le lire sur les documents qui ont été affichés et qui ont été présentés. Il s'agit de 33 initiatives stratégiques. On n'a pas voulu développer une politique à 100 projets ou à 200 projets. Déjà 33, c'est un bon nombre, hein, Tahami El-Maaroufi. Ça fait quand même beaucoup. Je vais développer quand même davantage cet aspect-là. Vous allez vous rendre compte qu'il s'agit de contraintes principales que nous essayons de traiter et qu'il s'agira de chantiers majeurs sur 5 ans quand même d'amélioration de l'environnement des affaires au Maroc. Mais tout d'abord, je souhaiterais très rapidement, si vous le permettez, rappeler le processus d'élaboration qui était, comme je l'ai dit, un processus participatif. Nous avons travaillé juste après le confinement, donc c'était le mois de juin, et nous avons accéléré la cadence pour faire déjà un diagnostic approfondi de la situation, comme je l'ai dit, principalement avec le secteur privé marocain, de différentes manières. Je peux dire qu'on a fait un diagnostic à source variable. On s'est basé sur des enquêtes structurées que nous avions menées avec la Banque mondiale précédemment pour connaître un peu sur tout le territoire national les difficultés. Et c'est une première, c'est une enquête qui avait
qui a pu couvrir l'ensemble du territoire national. On s'est basé sur un certain nombre d'ateliers de travail avec les représentants, cette fois-ci différentes catégories d'entreprises au Maroc. Il y avait les grandes entreprises, il y avait bien entendu nos collègues de la CGM, et il y avait également les petites, les très petites, les start-up, les auto-entrepreneurs. Alors tout ce tissu économique marocain divers et varié a pu s'exprimer sur un certain nombre de contraintes majeures qu'il vit au quotidien. Et bien entendu, comme on le vit tous, et je pense qu'il y a un aspect au niveau de votre émission, celui des vaccins, nous sommes dans une période difficile de pandémie et le Covid, bien entendu, a été pris en compte. Et c'est la raison pour laquelle nous avons essayé, bien entendu, de traiter d'une manière assez profonde les répercussions, que ce soit sur l'entreprise marocaine, mais également les opportunités qu'il peut permettre. La responsabilité, elle est partagée aussi là, entre exécutif et secteur privé. Donc ce que vous me dites là, c'est que finalement, vous êtes d'accord à vous mettre d'accord, parce que ça n'a pas toujours été facile, pour mener à bien les réformes pour un meilleur environnement des affaires au Maroc. Ben écoutez, Madame Ihsan, on ne peut être que d'accord, parce que simplement, vu l'état d'esprit dans lequel on a développé cette politique nationale, comme je l'ai rappelé, c'est un travail de co-construction participative. Je souhaiterais juste signaler ici que dès le démarrage de ce chantier-là, on a institué un comité de pilotage où siégeaient l'ensemble des départements ministériels concernés par l'environnement des affaires, mais également les représentants du secteur privé marocain. Et donc, c'est ce comité de pilotage qui a supervisé l'exercice globalement et qui a supervisé l'évolution de la démarche. Bien entendu, il fallait pointer du doigt les contraintes majeures. Ce qui était particulier à remarquer, c'est que quand on a voulu travailler sur les contraintes, on a recensé quelque chose comme 110 contraintes majeures. Ces 110 contraintes majeures ont été regroupées, ce que nous avons appelé 12 macro-contraintes. 12 domaines, si vous voulez. Mais quand on est passé au hackathon, à la production d'idées, nous avons obtenu quelque chose comme 500 projets de réforme. Et sur les 500 projets de réforme, bien sûr, il y a eu un travail d'homogénéisation, d'analyse, de traitement, d'études de faisabilité, d'études d'impact, pour aboutir aux 33 initiatives stratégiques. Et tout ça, bien entendu, dans cet esprit de collaboration Très bien. Et de co-construction avec le secteur privé. C'est positif. Tout cela est positif et répond donc aux vraies doléances et aux vraies recommandations des acteurs économiques. Mais qu'en est-il plutôt de la mise en œuvre de tout cela? Et surtout, parce que le CNEA, c'est l'une des fonctions aussi, n'est-ce pas, de ce comité, comment mettre en place cette stratégie sur le terrain et y voir finalement les résultats concrets sur notre croissance, sur le développement de l'économie marocaine? C'est la question majeure, je dirais. Parce que développer, faire du diagnostic, identifier des initiatives stratégiques, développer une feuille de route, tout ça, c'est bien. Mais si on n'a pas un système de mise en œuvre, si on n'a pas un système d'implémentation rigoureux et efficace, on n'a pas d'impact. Il n'y a pas de résultat vraiment palpable par rapport à ce qui est escompté. Pour cela, nous avons réservé tout un aspect extrêmement important à l'aspect gouvernance et implémentation de cette stratégie. En tout cas, on va continuer dans le même état d'esprit avec lequel on a démarré la conception, c'est-à-dire il a été même décidé lors de la dernière réunion annuelle du CNEA de continuer à travailler avec ce comité de pilotage qui va continuer à superviser l'implémentation sur les 5 prochaines années. Ça, d'une part. Vous avez rappelé tout au départ, Madame Ihsan, que le CNEA il a quand même 10 années d'existence. C'est-à-dire qu'on ne commence pas avec un comité, une delivery unit, si vous voulez, une structure de production de réforme qui vient de démarrer. Sur l'implémentation, ce qui est important à faire, c'est que les initiatives qui ont été retenues sont toutes des initiatives transverses qui vont nécessiter, pour leur mise en œuvre, un travail de coordination. Déjà, avec le secteur privé, pour continuer à avoir son avis, avoir toujours la remontée de l'information sur l'impact de ce que nous allons mettre en œuvre en tant que réforme, mais également avec les différents intervenants aux différents ministères. Vous savez, Madame Ihsan, quand vous essayez seul de réformer un certain nombre de chantiers au environnement des affaires, c'est déjà compliqué. Quand vous êtes à plusieurs, l'exercice devient très difficile. Mais je pense qu'on a de l'expérience quelque part, et je peux même dire que nous avons, parfois on appelle ça la famille des réformateurs. Nous avons développé une certaine communauté de réformateurs. Et donc, ajouter à cela, et ça c'est important, la démarche, la méthode, mais également les outils. Le Comité national de l'environnement des affaires, tout en préparant cette politique nationale,
a élaboré et mis en œuvre un certain nombre de plateformes digitales qui vont permettre d'accompagner tout le processus de la réforme. Depuis le dialogue public-privé que nous allons, et tout ça on va peut-être l'annoncer très prochainement comme outil d'accompagnement de la mise en œuvre de la politique nationale, nous avons une plateforme de dialogue public-privé électronique que nous avions baptisée Business Dialogue, qui devrait permettre de continuer à questionner le secteur privé, à l'impliquer avec nous tout au long du processus de réforme. Nous avons également développé une plateforme qui va s'appeler Business Barometer, qui va permettre le feedback, la remontée de l'information par rapport à ce qui est livré, à ce qui est réalisé pour mesurer l'impact. Et le plus important de tout ça, c'est que nous avons développé le Business Delivery, c'est la plateforme de management de projet qui prend en considération les normes de management de projet pour avoir une implémentation efficace. Et donc tout ça, ce sont des outils qui ont été mis en œuvre pour à la fois deux aspects. Suivre les initiatives et leur implémentation, je dirais, régulière dans le temps, mais également, et ça c'est encore plus important, c'est encore plus en profondeur, il ne s'agit pas de réaliser une réforme, il s'agit de s'assurer que la réforme a un impact, à changer le quotidien des entreprises. Ça fait partie absolument d'évaluer l'impact sur les secteurs concernés. C'est l'un du triptyque, en tout cas, qui définit même le CNEA, le Comité national de l'environnement des affaires. Mais alors, je voudrais juste vous interpeller justement par rapport à ce rapport Doing Business de la Banque mondiale que tout le monde attend. Il devrait normalement être dévoilé dans les semaines qui suivent, voire même dans les jours qui suivent. Est-ce que c'est une coïncidence que justement la politique nationale 2021-2025 a été lancée dans ces jours-là, en même temps? Écoutez, la politique nationale de l'amélioration de l'environnement des affaires est une chose, le classement Doing Business c'est une autre histoire. Certainement. Ce que nous essayons de faire, c'est de travailler avec un certain équilibre. Vous savez, quand nous étions 128e mondial, nous étions taxés comme étant un pays avec un environnement des affaires compliqué. Et donc, quoi qu'on essayait de faire, on perdait de crédibilité sur la pertinence de nos réformes. Maintenant que nous sommes 53e mondial, le Maroc est présenté comme modèle. Et sincèrement, on fait partie de la cartographie des pays qui sont les plus cités régulièrement comme pays modèles en termes d'amélioration de l'environnement des affaires. Donc normalement, 2021, on devrait faire notre entrée dans le top 50 du Maroc, dans le Doing Business. On l'espère. On espère. En tout cas, on a présenté un dossier de réforme assez solide, notamment la dernière loi sur les sorties immobilières et le registre national des nantissements, qui était une réforme complète de bout en bout, qui a permis, lors du Covid, lors de la période de confinement, de continuer à accorder des crédits et des financements, notamment aux petites et très petites entreprises, en utilisant notamment les sûretés mobilières et parce que nous avions ce registre électronique. Il a énormément aidé en période de crise et les chiffres le montrent. Permettez-moi juste vraiment en 2 mots parce qu'on n'a plus de temps. Très rapidement, juste pour dire, la politique nationale a été réalisée essentiellement pour l'entreprise marocaine et pour répondre aux contraintes de l'entreprise marocaine. Et tout ce qui est Doing Business va être un processus parallèle, bien sûr, qui va bénéficier des retombées de la politique nationale. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Oui, merci Tami Maroufi, merci d'avoir répondu à nos questions. Et place à présent à ce débat international autour de la levée des brevets et bien sûr les vaccins, notamment après que le président américain Joe Biden s'est déclaré pour cette levée de la propriété intellectuelle sur les vaccins. Son homologue français s'y est aussi dit tout à fait favorable pour reprendre les termes utilisés par Emmanuel Macron, mais l'Allemagne émet des réserves. Pour nous, le Maroc s'est dit prêt à produire les vaccins si les brevets sur les vaccins sont levés. Donc nous en parlons ce soir avec Abdelmjid Belaiche, analyste des marchés pharmaceutiques. Bonsoir Abdelmjid Belaiche, toujours un plaisir de vous accueillir sur ce plateau de Questions Éco. Merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Donc, alors, est-ce qu'il y a lieu d'avoir débat ou pas ou pas, dans le sens où, puisque nous sommes en train de vivre depuis plus d'1 an maintenant une situation réellement inédite, pandémique, interplanétaire, je veux dire, est-ce que c'est pas
c'est normal qu'on ait un débat sur ce brevetage des vaccins anti-Covid-19. En fait, la pandémie Covid a remis à l'ordre du jour un problème qui existe depuis des décennies. On revient un petit peu en arrière, il y a quelques décennies, quand le sida était en train de décimer des populations entières de pays africains, et quand l'Afrique du Sud avait demandé d'utiliser un générique des thérapies, des seules thérapies qui étaient alors disponibles contre le sida, et qui coûtait l'équivalent de 10 000 dirhams 1000 dollars, voilà. par mois et par patient. Et donc, il y avait ce refus. Les laboratoires, les Big Pharma avaient menacé l'Afrique du Sud de porter l'affaire devant la justice. Heureusement que des organisations en Europe, Stop Sida, Attaque, etc., avaient protesté, avaient mobilisé l'opinion contre ça. Et c'est de là que vient cette disposition qu'il y a dans l'accord qui a été signé entre l'Organisation mondiale du commerce et l'Organisation mondiale de la santé, qui s'appelle l'accord ADPIC. Donc l'article 30 et surtout l'article 31 prévoit qu'effectivement, quand il y a une menace pour la santé publique, une menace importante, on peut recourir à ce qu'on appelle les licences obligatoires. Et ces licences, c'est-à-dire, on va donner des autorisations de fabriquer à une entité tierce et sans le consentement du détenteur du brevet. Et ça c'est déjà prévu. Mais effectivement, on peut considérer que le 5 mai, il y a 2 jours, c'est une date historique parce qu'on va peut-être voir l'utilisation de licences obligatoires, mais à une échelle planétaire. Oui, mais alors avant de parler de protection de la propriété intellectuelle, quel serait l'impact sur l'accessibilité, sur le prix, sur la rapidité de l'accès à ce vaccin, si toutefois cette levée de restrictions ou en tout cas des brevets sur les vaccins est effective? Je pense que nous n'avons même pas le choix aujourd'hui, parce que où nous traitons la pandémie au niveau de tous les pays, au niveau planétaire, où on ne fait rien du tout, parce que ça ne sert à rien de dire, bon, moi je vais vacciner ma population. Il y a eu des attitudes assez égoïstes. On a vu la décision de l'Union européenne qui avait interdit toute exportation en dehors de l'Europe, privant d'autres pays du vaccin. C'est une attitude égoïste et scientifiquement qui ne tient pas la route. Pourquoi ? Parce que si vous laissez un seul pays sans vaccin, qu'est-ce qui va se passer ? La population va être soumise, donc, la population va être soumise à la pandémie. Il va y avoir l'apparition de nouveaux variants et le virus va revenir sous une autre forme contre lequel le vaccin utilisé ne pourra rien faire. Regardez ce qui est en train de se passer en Inde, où avec le variant indien, c'est quelque chose de plus méchant, beaucoup plus méchant et beaucoup plus contagieux qui est en train, et nous voyons les dégâts. Donc nous n'avons pas le choix. Soit la pandémie va être traitée au niveau mondial, soit la menace planétaire sera toujours là. Mais donc, cela nous amène à ce point de brevet et de droit des malades. Oui, absolument. En fait, l'accord qui a été signé entre l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation mondiale du commerce essaie de trouver un équilibre et de garantir à la fois le droit des entreprises pharmaceutiques qui ont été à l'origine de la création de ce vaccin et le droit des patients de pouvoir accéder aussi rapidement que possible aux nouvelles thérapies. Et donc, malheureusement, vous le savez, un brevet sur un médicament, ça court pratiquement sur une vingtaine d'années. Ça veut dire que les patients des pays pauvres seront privés de l'accès à des thérapies, notamment les plus coûteuses, pendant une vingtaine d'années. Et nous avons
tous les débats qu'il y a eu quand le Maroc a pu donc accéder au traitement de l'hépatite. C'était une victoire, mais ça, on peut le généraliser à d'autres thérapies. Mais quand il s'agit de médicaments anti-infectieux, le problème est beaucoup plus grave, parce que ce n'est plus le problème de quelques individus, mais par le jeu des contaminations, c'est toute la population qui est menacée rapidement. Mais est-ce que ça doit être imposé selon vous, ou ça doit être volontaire par rapport aux industriels du médicament? Parce que selon le directeur de la Fédération mondiale de l'industrie du médicament, il ne devrait pas être imposé. C'est-à-dire ce transfert de technologie finalement, parce qu'il s'agit ici de transfert de technologie, ne devrait pas être imposé, mais volontaire. Si je suis un laboratoire, je détiens le brevet et que j'ai envie de le partager, je le fais. Sinon, on ne me l'impose pas. Qu'en pensez-vous? Justement, l'article 31 donne le droit aux États et aux autorités d'imposer ce transfert. Ce n'est pas un choix, il n'y a pas de choix. Pourquoi? Parce que si on doit attendre que le bon vouloir des responsables des Big Pharma, le transfert se fera à la Saint-Glin-Glin-Glin. C'est pas possible. Là, c'est prévu par les accords ADPIC. Quand il y a un besoin et qu'il y a une menace pour la santé publique, les États et les autorités imposent ce transfert de technologie et la possibilité d'utiliser des génériques et des biosimilaires pour faire face à ça. Donc ça, moi, quand j'entends les paroles de ces responsables au niveau mondial de l'industrie pharmaceutique, ça me fait rire, franchement, parce que ils sont en train de pleurnicher alors qu'ils ont très bien profité de la pandémie, mais à des niveaux incroyables. Quand on voit les chiffres d'affaires qui ont été réalisés sur les vaccins au niveau des quelques rares Big Pharma qui ont pu disposer du vaccin, alors qu'aujourd'hui, c'est l'humanité, toute l'humanité qui est menacée, et on ne peut pas dire est-ce qu'on a le choix ou est-ce qu'on va les laisser. Rapidement, Abdelmejid Belaiche, pour terminer. Si les brevets sont levés, quelle capacité pour le Maroc pour produire ces vaccins anti-Covid-19? Alors, vous savez qu'il y a au moins 2 laboratoires qui sont déjà sur le pied de guerre pour pouvoir produire localement des vaccins. Donc, les laboratoires nationaux sont prêts. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont pouvoir à la fois satisfaire la demande marocaine, et on sait que le Maroc est déjà très bien avancé dans ce programme. Il a eu la chance d'avoir pu obtenir suffisamment de vaccins. Mais au-delà de ça, le Maroc peut être justement un hub pour alimenter beaucoup de pays africains qui en ont vraiment besoin. Absolument. Et de toutes les manières, le plus gros problème qui est posé aujourd'hui, c'est un problème logistique. Les Big Pharma ont montré l'impossibilité pour eux de produire à grande échelle pour des milliards de doses pour l'humanité. Et on a vu ce qui s'est passé rien qu'en Europe, où l'Europe a été obligée de fermer les frontières. Il n'y avait pas assez de vaccins rien que pour la population, alors que l'essentiel des fournisseurs quand même sont américains et européens. Et européens, absolument, oui. Donc, à moins de donner des licences pour que partout dans le monde, il y a des centres de production de vaccins, on ne pourra pas en finir avec cette pandémie qui est une menace à la fois sanitaire et économique. Absolument. Et puis, nous ne savons pas s'il y aura de nouvelles versions de vaccins avec ces nouveaux variants qui apparaissent un peu partout. Merci beaucoup, Abdelmejid Belaiche. C'était fort intéressant de vous suivre, comme d'habitude. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et c'est la fin de Questions Écho. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, un très bon week-end.